Maintenant, nous allons accueillir Sarah Hijman qui va nous présenter un travail d'équipe avec une personnalité qui fera plaisir à quelqu'un au fond là-bas, une femme qui est à la fois gouvernante et laborantine. Voilà. Et donc Sarah, qui a fait sa thèse sur donc l'histoire de la chimie, en particulier donc les laboratoires et le travail d'équipe au laboratoire, on oublie souvent que dans l'histoire générale, le savant découvre, il sort de son chapeau quelque chose tout de suite, tout seul, dans sa tour d'ivoire. En fait, non, pas du tout. Il doit beaucoup à ses collègues, même les plus petits, ceux qu'on ne nomme même plus et qu'on ne voit pas. Et donc Sarah va nous parler du laboratoire de Berzelius, un des plus grands chimistes du 19e siècle. Merci. Vous m'entendez ? Oui, ok, super. Oui, donc effectivement, je vais vous parler du laboratoire de Berzelius, qui est donc un des plus grands chimistes du 19e siècle, notamment de la première moitié de ce siècle. Et je vais vous parler de son laboratoire, et donc non pas de lui, enfin lui-même et ses travaux, parce que ses travaux sont relativement bien connus, en tout cas en histoire des sciences. Il y a plusieurs biographies qui ont été écrites sur lui, plusieurs articles aussi et livres qui recherchent comment il a développé, par exemple, des idées sur l'atomisme chimique, son usage des formules chimiques, son travail aussi en chimie inorganique. Et aujourd'hui, j'ai fait exprès de ne pas mettre une image de lui, mais de mettre plutôt une image du bâtiment où se trouvait au tout début du 19e siècle son laboratoire. Donc, en tant que secrétaire de l'Académie suédoise des sciences, il avait un logement de fonction à Stockholm, donc en Suède, et dans ce logement, 2 pièces faisaient office de laboratoire, donc il faisait aussi ses travaux scientifiques et expérimentaux dans ce lieu. Et il n'était pas seul à habiter dans ce logement, parce qu'il avait également donc une domestique qui aidait à la fois pour la gestion de la maison, mais aussi qui avait quelques tâches qui aidaient dans le laboratoire pour la gestion, l'organisation, le fait de laver des instruments, etc. Donc, et il y avait aussi non seulement ces domestiques, mais aussi plusieurs étudiants suédois et notamment aussi allemands qui venaient d'assez loin et venaient passer du temps avec Berzelius dans ce logement et dans son laboratoire pour apprendre de lui, parfois pendant plusieurs années. Et donc, en fait, toute une autre image émerge quand on s'intéresse à ce lieu plutôt qu'à Berzelius à partir de ses travaux, parce qu'on voit beaucoup plus le contexte non seulement expérimental du travail de laboratoire, mais aussi social, matériel et presque aussi pédagogique, parce qu'il y avait une vraie transmission d'une pratique de laboratoire. Oui, donc, bon, non, il n'y a pas de souci. Pour juste vous annoncer ce dont je vais parler, d'abord je vais décrire un peu le laboratoire et les acteurs qui s'y trouvaient, qui travaillaient dans cet espace. Et quand on s'y intéresse, on voit donc qu'en fait la distinction entre le travail scientifique qui se fait au laboratoire et le travail domestique n'est pas toujours aussi claire. Et je vais interroger un peu cette tension entre ces deux notions et demander qu'est-ce que cela nous permet de dire, oui, voilà, sur les compétences incorporées, les conditions d'accès au laboratoire et le travail des laboratoires de façon générale. Donc, bon. En attendant que les dia reviennent, ouais, voilà. Pour donner d'abord un peu de contexte, où est-ce qu'on se trouve dans l'histoire du laboratoire comme lieu de travail.
Donc le 19e siècle est vraiment un moment non seulement de transformation de la chimie qui s'installe vraiment en tant que discipline universitaire distincte de la médecine, la pharmacie avec lesquelles elle était souvent associée avant et avec vraiment une professionnalisation, c'est aussi un moment de transformation de la forme du laboratoire. Donc là où au XVIIIe siècle, les laboratoires étaient encore plutôt caractérisés par des grands instruments, des grands fourneaux, beaucoup de chaleur, on voit à la toute fin du XIXe siècle plutôt des images comme celle-ci ou comme nous pouvons voir aussi dans les posters qui font partie aussi de cette journée, ou même dans la présentation que nous venons d'écouter. Quelque chose qui se développe vraiment au cours de ce siècle, c'est la paillasse. Donc, des expérimentations beaucoup plus petites sur un plan de travail où plusieurs personnes peuvent travailler en même temps avec notamment de la verrerie, qui est vraiment la petite verrerie, qui est vraiment quelque chose qui fait partie de l'image du laboratoire tel qu'on se l'imagine aujourd'hui. Et le laboratoire de Berzelius se trouve vraiment au milieu, sinon vraiment au cœur de ce changement, parce que il y a notamment une étude qui a été faite par Catherine Jackson qui montre que c'est la pratique de Berzelius de souffler ses propres instruments en verre, donc de petite taille et de façon très flexible parce qu'il les produisait lui-même, qui va influencer directement par transmission tout simplement de cette pratique les laboratoires d'enseignement qui vont émerger surtout en Allemagne à partir du milieu du 19e siècle. Donc c'est entre autres une raison pour laquelle il est intéressant d'étudier ce lieu. Et ceci n'est pas une image du laboratoire de Berzelius, mais on a des descriptions qui datent donc à peu près de la même époque, des années 1820, et son laboratoire, je pense, ressemblait pas mal à une forme comme celle-ci. Donc, si je peux... oui, voilà. Donc, dans la description du laboratoire de Berzelius, on retrouve également plutôt des petits fours comme ceux qu'on voit ici, un point d'eau pour laver les instruments et la verrerie. Ici, je pense que c'est un bain de mercure qui se trouve également dans le laboratoire de Berzelius. Une table au milieu, dans le laboratoire de Berzelius, c'était plutôt 2 grandes tables en bois au milieu du laboratoire où chaque chimiste pouvait faire ses instruments, ses expérimentations. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est un dispositif pour souffler du verre. Donc ici une sorte de table pour souffler le verre. Et tous ces instruments se trouvaient également dans le laboratoire de Berzelius avec au mur des étagères avec tous les réactifs. Et puis dans une deuxième pièce à part étaient gardés les instruments plus sensibles comme des balances notamment. Quelques instruments se trouvaient également dans la cuisine qui était mitoyenne du laboratoire comme le bain de sable, un instrument qui permet de garder au chaud des réactifs qui doivent rester à une température élevée pendant plus longtemps. Donc, qui travaille dans cet espace? Je vous ai déjà parlé de Berzelius, qui était bien évidemment dans son propre laboratoire, mais il n'était vraiment pas seul. Il y avait beaucoup de gens qui venaient passer du temps avec lui, et quand on regarde par exemple ses correspondances, on voit vraiment presque un mode de travailler qui est collectif dans le sens où il y a tout le temps du passage dans le laboratoire, que ce soit des étudiants comme ou assistants comme ceux que j'ai listés ici qui restaient pendant des années avec lui, mais c'est aussi des amis. Par exemple, j'ai mis Palmstedt ici, c'est, je pense on peut dire un peu le meilleur ami de Berzelius, qui pendant vraiment très longtemps passe régulièrement du temps dans son laboratoire et qui apprend aussi de Berzelius. Il y a aussi parfois d'autres personnes qui sont liées au gouvernement suédois ou des personnes comme ça qui veulent apprendre et qui viennent dans le laboratoire. Et parfois même Berzelius, donc autour de 1820 par exemple, c'était le moment où il y avait beaucoup de monde et il se plaint même parfois de ne pas avoir assez d'espace et assez de temps pour faire ses propres recherches. Donc chacun travaillait sur ses propres projets dans le laboratoire.
avec un peu la supervision de Berzelius. Et ce que je voulais juste simplement mentionner, c'est que cette liste, donc c'est une sélection, elle n'est pas exhaustive, mais ce sont des chimistes qui, par la suite, pour la plupart, ont pas mal de succès eux-mêmes. Donc, quelque chose qu'on peut mentionner, par exemple, c'est qu'ils sont plusieurs, Säfström, Avertsson, Rose, Wöhler, Mosan, enfin, tout cela, ils ont découvert des éléments chimiques, par exemple, quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai travaillé dessus avant, mais donc vraiment des découvertes assez prestigieuses. Ils vont avoir aussi des postes universitaires par la suite, ce qui, pour moi, veut dire qu'au moins la pratique de laboratoire qu'ils ont appris avec Berzelius se diffuse, parce qu'ensuite, eux, ils vont enseigner à d'autres étudiants et donc vraiment être inspirés sans doute par ce qui se passait au laboratoire de Berzelius. Il y a donc aussi Anna Sundström qui, elle, est l'employée domestique de Berzelius. Elle est fille de fermière, n'a pas de formation en chimie, mais elle a quelques tâches, donc, comme je disais, qui sont liées au laboratoire. Et par ailleurs, les activités qu'elle fait pendant la journée, c'est aussi juste du travail domestique. Elle prépare les dîners. Par exemple, un type de dîner qu'elle prépare, c'est les dîners de l'Académie des sciences qui se tiennent pendant un moment dans le logement de Berzelius. Et puis, parmi les autres activités qui se déroulent dans la maison, on peut évidemment mentionner l'écriture qui fait partie aussi, qui pour Berzelius est une partie importante de son travail scientifique. Donc, voilà un peu pour l'image du travail de laboratoire qui émerge quand on s'intéresse à ce lieu plus spécifiquement que juste à la personne de Berzelius et à ce qu'il a publié comme contribution scientifique. Et une des choses qu'on voit donc, et à laquelle j'ai déjà un peu fait référence, c'est ce manque de frontières claires entre le travail domestique et le travail scientifique qui est exemplifié par la figure d'Anna Sundström qui circule assez littéralement entre les deux espaces, parce qu'il y a donc ici, c'est le plan de la maison de Berzelius, les laboratoires auraient été ici, et la cuisine est juste à côté. Il y a donc notamment le bain de sable là, et Anna Sundström a été décrite aussi comme l'avant des instruments dans cet espace, donc elle fait des allers-retours comme ceci entre les deux espaces. Donc là aussi, pour un peu de contexte, au XIXe siècle, il est de plus en plus rare, si on peut le dire comme ça, en généralisant un peu le développement, d'avoir un laboratoire dans sa maison. Il y a eu déjà depuis l'époque moderne des laboratoires distincts de chimie, mais il était au moins beaucoup plus commun que l'expérimentation scientifique se passe aussi à la maison avec une participation aussi des membres de la famille. Et au cours du XIXe siècle, on voit donc beaucoup plus des laboratoires spécialement construits comme lieu de production de savoir scientifique et qui sont souvent réservés plus à des personnes professionnelles, qui font un travail scientifique professionnel. Ce n'est pas le cas donc pour le laboratoire de Berzelius qui se trouve dans sa maison, et cela se traduit par cette double responsabilité de Anna Sundström. Et pourtant, dans le côté, disons, public du travail scientifique, il y a quand même une distinction très claire. Donc, par exemple, là, j'ai mis deux images de Nils Säfström et Friedrich Wöhler, qui sont un étudiant et un assistant officiel de Berzelius, qui n'ont pas du tout le même statut que quelqu'un comme Anna Sundström et qui, eux, peuvent publiquement agir en tant qu'assistants dans, par exemple, des démonstrations publiques d'expérimentation, des choses comme ça. On voit aussi une différence très claire de salaire. Donc, Säfström gagne le double que Anna Sundström, par exemple. Donc, elle ne fait pas partie de ce groupe de personnes qu'on peut appeler les contributeurs vraiment scientifiques et qui sont également dans une trajectoire de carrière vraiment de chimiste.
Ça peut s'expliquer en partie par son genre, parce qu'elle est une femme, et parce que cette distinction du laboratoire en tant que lieu institutionnel scientifique s'accompagne aussi d'un discours selon lequel ce laboratoire serait plus réservé aux hommes, les hommes de science. Et donc, il ne serait pas souhaitable pour une femme peut-être d'être mise en avant en tant que contributrice scientifique dans ce genre d'espace en tout cas. Toutefois, elle est quand même pas non plus, elle correspond pas non plus à l'image de la femme savante qui existe à l'époque. On a vu ce matin déjà l'exemple de Madame de Lavoisier. Un autre exemple, c'est Jane Marset en Angleterre, qui contribuent vraiment au travail scientifique, mais qui font partie de l'élite savante, parce qu'elles sont mariées aussi avec des hommes scientifiques, et elles n'ont pas le même statut social. Le type de travail qu'elles font et qui est mis en avant, en tout cas comme contribution au travail scientifique, est plutôt quelque chose de l'ordre de la traduction, diffusion, moins. Je ne veux pas dire qu'elles n'ont pas du tout été dans le laboratoire, mais ce n'est pas quelque chose qui a été mis en avant, en tout cas, comme leur contribution à l'élite savante. Donc, Anna Sundström, elle a un peu une position contradictoire où elle est ni l'un ni l'autre. Donc, la question est un peu comment on peut la comprendre. Comment on peut comprendre sa position. Donc, mon but ici n'est pas de dire que, en fait, Anna Sundström, comme on le voit parfois sur des sites web, parce qu'elle n'est pas totalement inconnue aussi en Suède, et là-bas, il y a parfois des sites, ou même elle a une page Wikipédia, où elle a été listée comme étant la première femme chimiste de Suède. Moi, je ne le dirais pas comme ça, parce qu'elle n'était pas chimiste à l'époque, elle était employée domestique. Donc, et je trouve que c'est plus intéressant de se demander, ok, c'est quoi en fait finalement son rôle. En fait, on voit qu'il y a une tension entre l'image publique de la science qui est présentée comme quelque chose de distinct du travail domestique et de la famille, etc., et des membres du foyer, et une même science qui dépend en fait encore sur les membres du foyer et qui dépend dans un certain sens aussi des personnes qui s'y trouvent. On pourrait dire qu'elle est une technicienne invisible, donc c'est un concept développé par Stephen Shapin pour parler de ces personnes qui ont vraiment des compétences qui sont nécessaires pour le travail scientifique, mais qui sont invisibilisées quelque part par la constitution du savant comme seul auteur des savoirs qu'il produit. On pourrait aussi dire qu'elle serait quelque chose de plus proche d'une petite main, comme les petites mains qui ont été décrites récemment dans le livre de Françoise Vaquet sur ce sujet, parce qu'il y a la question un peu plus complexe aussi de son genre qui entre en jeu et qui n'est pas vraiment discutée dans le concept de Shapin. Mais ça permet aussi de poser la question dans ce contexte donc, de professionnalisation de la chimie qui s'installe en tant que discipline, etc. Qu'est-ce que la position d'une telle personne permet de dire sur les conditions d'accès au laboratoire et sur les compétences qui peuvent servir dans ce lieu. Donc, ce qu'on peut dire déjà là-dessus, c'est que Anna Sundström, elle n'est pas formée en chimie, mais elle a des connaissances qui sont vraiment utiles. Elle n'est pas une ouvrière complètement non qualifiée. Elle connaît les instruments, les réactifs, l'organisation du laboratoire, et elle sait reconnaître certaines substances chimiques par leur odeur, ce qui est quand même utile, notamment aussi pour des questions de danger. Ça sert au laboratoire. Friedrich Wöhler, un des étudiants que j'ai déjà cité, a caractérisé la bonne et stricte Anna, comme il l'appelait, comme ayant une tournure d'esprit scientifique, et il se considère lui-même comme l'un de ses étudiants. Ça peut être de la politesse, il écrit à Berzelius, mais c'est quand même assez remarquable.
Berzelius remarque aussi à un moment dans une lettre qu'il ne pourrait confier la gestion de sa maison et de ses biens à personne d'autre de la classe servante en dehors de Sundström. Donc, elle est vraiment valorisée. Quelque chose un moment dans la correspondance de Berzelius où on voit aussi que ses compétences sont vraiment valorisées et justifient en partie l'embauche d'Anna Sundström, c'est donc le moment où il décrit à son ami Palmstedt pourquoi il veut embaucher cette femme. Il dit « Anna est la meilleure bonne que je connaisse, elle est prudente, honnête, prompte et laide, des qualités qui devraient toutes être réunies chez une bonne de célibataire. D'ailleurs, elle est déjà si familière avec mes appareils et leurs noms que je crois presque qu'elle pourrait commencer tout de suite avec la distillation de l'acide chlorhydrique. Si le vieil Adam tombe sur toi, donc là il parle à son ami qui doit aller lui parler parce que Berzelius à ce moment est en voyage en France et il demande à son ami d'aller parler à Anna pour faire l'embauche et s'accorder sur un salaire, etc., comment ils vont faire son déménagement, etc. Donc il lui dit, va à son logement où elle travaille actuellement, et si par pure amitié pour moi, tu veux y passer un petit coup sur ma domestique aventureuse, alors aussi désagréable qu'elle soit, alors ne fais d'enfant avec elle ou ne fais pas d'enfant avec elle, car sinon j'en serai débarrassée au moment où elle sera le plus utile. Donc on voit que malgré ses compétences, à la fois, cette lettre est assez intéressante parce qu'on voit à la fois qu'il il valorise vraiment les compétences pratiques de laboratoire qui peuvent lui être utiles, mais aussi presque une contradiction entre des qualités qui sont normalement plutôt mises en avant pour des femmes comme peut-être la beauté, et le travail des laboratoires, c'est presque comme si elle est admise au laboratoire malgré son genre, peut-être parce qu'elle est quelque part, pour lui, il considère qu'elle est un peu invisible au regard masculin. Si jamais elle aurait été trop belle, il aurait pu y avoir le risque qu'elle tombe enceinte et donc elle ne peut plus trop servir à ce moment-là. Donc voilà. Juste pour conclure rapidement, j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps. Qu'est-ce que tout cela peut nous dire sur le travail de laboratoire au XIXe siècle? Donc, premièrement, je vous ai parlé de la correspondance, de comment la correspondance et les descriptions du laboratoire que nous avons encore aujourd'hui peuvent montrer le travail scientifique dans un contexte beaucoup plus collectif et où on voit beaucoup plus les différents gens personnes qui interagissent entre elles. Ça permet de voir aussi donc cette proximité entre le laboratoire et la cuisine et le fait que d'un côté la production de savoir dépend quelque part du ménage et des personnes, des membres du foyer, mais que de l'autre côté, on voit apparaître une distinction publique d'un travail qui est un peu digne d'être appelé scientifique, contrairement peut-être à du travail qui ne le serait pas. Enfin, je vous ai parlé des conditions d'accès au laboratoire et du rôle que peuvent jouer les compétences plutôt incorporées et pratiques. Et je voulais juste préciser encore que malgré tout ça, dans la pratique chimique de cette époque, donc de la première moitié du 19e siècle, il est quand même aussi impossible de distinguer vraiment entre un travail purement pratique et un travail peut-être plus théorique du savant. C'est pas un argument comme ça que je voulais... c'est pas une idée que je voulais défendre, c'est justement beaucoup plus que ces compétences incorporées peuvent servir et que c'est peut-être aussi pour cela justement que quelqu'un comme Friedrich Wöhler se considère étudiant de Anna Sundström parce qu'elle a vraiment des compétences qui peuvent être utiles aussi pour quelqu'un comme lui qui va continuer de travailler en tant que chimiste pour le reste de sa carrière. Merci. Donc l'histoire du patrimoine conduit à des découvertes tout à fait étonnantes.
Et donc, merci pour la présentation de cette technicienne invisible. Je dois dire que l'invisibilité des femmes est un sujet d'étude actuellement très important en sciences sociales et en histoire des sciences. Mais attention de ne pas tomber dans un travers qui serait de déformer un petit peu les faits. Donc ici, Anna Sundström est quand même appréciée pour ses compétences, n'est-ce pas? Mais elle représente aussi une économie pour Berzelius, puisqu'elle s'occupe aussi du ménage. Peut-être que s'il employait un homme comme petite main au laboratoire, ça lui coûterait plus cher. Donc on sent quand même dans les appréciations et les commentaires à côté une sorte de mépris. Il y a quand même cette notion de hiérarchie sociale caractéristique du 19e qui est clairement ici avouée, et de hiérarchie des genres également. Maintenant, quant au laboratoire, on voit bien que ce laboratoire est un petit peu exceptionnel parce que c'est vraiment la fin du laboratoire dans une maison et on va vers justement une professionnalisation de plus en plus grande de la chimie avec séparation des genres, et cette fois on aura des laboratoires avec des chimistes spécialisés et des garçons de laboratoire. Je ne connais pas d'autres exemples de femmes garçons de laboratoire. Bon, en astronomie, on va peut-être en parler ce soir, on sait qu'on employait les calculatrices parce qu'elles coûtaient nettement moins cher que les hommes et étaient beaucoup plus fiables. Donc, je pense que si on employait aussi des femmes comme laborantines ou garçons de laboratoire, parce que c'est le terme officiel, on aurait peut-être quelque chose de plus fiable. Et elle était manifestement fiable. Alors, elle reconnaissait les odeurs, mais elle devait aussi reconnaître les couleurs. Et oui, donc, elle ne se ratait certainement pas aux odeurs. Et elle savait sans doute préparer ce dont les chimistes avaient besoin. Elle savait sans doute aller chercher ce qu'ils demandaient, parce qu'eux avaient besoin chacun de sa petite main. Ils n'allaient pas eux-mêmes préparer les produits, eux-mêmes préparer les flacons. Peut-être même savait-elle faire une dilution. Oui, je n'ai pas encore de référence spécifique à des opérations qu'elle... On peut aller loin comme ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Ginette. Marc, là devant. Merci. Je rappelle quand même que après le prix Nobel de 1903, on a dit de Marie Curie que c'était une sorte de garçon de laboratoire. Donc, cette image, elle a malheureusement perduré. Mais surtout, quand on repense, par exemple, en France, à la création de l'école de chimie, on va dire Chimie Paris aujourd'hui, en 1916. Donc, c'est une formation qui a but professionnel d'ingénieur, même si à cette époque-là, le titre n'est pas reconnu. On dira, voilà ce qu'il nous faut, des abeilles. Les abeilles n'ont pas l'esprit dérangé par la soif d'innovation. Jamais elles ne changent la formule de leur miel, ni la géométrie de leurs rayons. Et ce sont les plus grandes industrielles du monde. Nos femmes chimistes sont des abeilles intelligentes et précieuses. 1927. Oui, mais un siècle a déjà passé depuis Berzelius. Donc il y a quand même eu déjà des progrès, malgré tout. Même si ce n'est pas encore tout ça. Mais enfin, nous sommes déjà 200 ans après et nous savons que nous avons encore des progrès à faire. Autre question? Donc voilà. Mais il y a beaucoup à dire là, derrière non pas seulement Berzelius, mais sur ces gens, parce qu'il y a effectivement des grands noms. Wohler, celui qui a fait la synthèse de l'urée et qui a montré, on s'en sert toujours comme exemple, que l'urée d'origine organique pouvait être synthétisée. Donc voilà, vous avez Mr. également, important, puisqu'il a parlé de l'isomorphie cristalline. C'était aussi un des critères pour reconnaître l'hypothèse atomique et quel est son sens. Donc, etc. Rose aussi, etc. On a donc là la formation de chimiste. Le laboratoire important qui va lui succéder, ce sera celui de Lebig, après à Giessen, où on retrouvera ce même genre de choses. Y avait-il des femmes au laboratoire de Giessen? Je ne parle pas des chimistes, parce qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas, mais des petites mains. Je ne crois pas, mais après, peut-être qu'elles étaient si invisibles qu'elles n'apparaissent même pas dans les archives, mais de ce que j'ai lu, en tout cas, sur ce laboratoire, parce que contrairement à celui de Berzelius, le laboratoire de Lebig a été pas mal étudié.
Mais je pense, vu que c'était un laboratoire vraiment universitaire dans un lieu universitaire, construit spécialement comme laboratoire d'enseignement, l'accès à un espace comme ça est beaucoup plus facile, disons, à délimiter, enfin, réservé à un certain groupe de personnes. Et en plus, l'IB n'avait pas vraiment le même problème où, disons, il avait déjà accès à une force de travail qui pour lui était gratuite, et c'était ses étudiants qui étaient masculins. Donc je crois qu'il avait un assistant, un garçon de laboratoire, mais il faisait aussi faire pas mal de travail dont il avait besoin par des étudiants qui pouvaient le faire gratuitement pour lui. Donc c'est un avantage. Et il y a une génération à peu près qui sépare la création de ces laboratoires. À peu près. Oui, Giessen, c'est à partir de la fin des années 20, donc c'est quand même, il y a une petite génération entre les deux déjà. Donc, oui, une autre question, Dominique? Oui, c'est sur je me pose une question sur l'équipement des salles de TP, etc. Au vu d'une des premières images que vous nous montrez à droite, là, moi j'ai l'impression que quand j'ai fait du MPC dans les années 1965, donc près de 100 ans après, que les équipements finalement en TP de chimie n'avaient pas tellement changé. C'est-à-dire qu'il y avait la paillasse, il y avait la hotte, les tubes, les produits, etc. Est-ce que c'est une fausse idée ou est-ce que y a de la réalité là-dedans? Je pense qu'il y a une vraie continuité. Oui, ce serait peut-être pas... il y a quand même, en termes de verrerie, donc on voit apparaître cette habitude, disons, de se servir principalement de verrerie d'une certaine taille et d'une certaine structure à peu près à ce moment-là, mais le type de verrerie spécifique qui est utilisé évolue quand même, avec des gens comme Erlenmeyer qui vont développer leur propre, des nouveaux types de verrerie. Le bec de Bunsen a été mentionné. Ce genre d'instruments apparaissent quand même nouvellement au XIXe siècle, mais il y a, je pense, quand même une continuité assez directe avec ce travail qui est né vraiment comme la micro-analyse qui, au départ, avait pour but de pouvoir faire des analyses chimiques un peu n'importe où on allait. Donc de pouvoir l'emporter avec soi pour aller dans des mines, dans des champs agriculturels, des endroits comme ça où on pouvait faire sur le lieu même une analyse avec des instruments qui rentrent dans une petite valise ou quelque chose comme ça. Et il y a une continuité, mais après, je pense pas il y a quand même aussi une évolution, donc un peu entre les deux. Pour la verrerie, on peut dire, pour moi, que c'est vraiment avec Lavoisier qu'on voit apparaître la verrerie quand il sépare les gaz. L'apparition des gaz conduit forcément à des systèmes fermés, à des systèmes distillatoires, pour ne pas dire de distillation, mais qui conduisent, pour les séparer, il faut différents récipients. Et quand vous regardez les expériences de Lavoisier, les dessins faits en particulier par Madame Lavoisier, vous avez quand même ces séries de séparation. La verrerie se développe à ce moment-là. Donc, nous avons cela qui se continue. Et à chaque fois, vous avez des parties de verrerie qui interviennent. Et avec les billes, ce qui a fait le grand succès de les billes, c'est son Kali Apparat, le symbole d'ailleurs d'une société allemande, qui est ces trois boules en forme de triangle que tout le monde connaît, ou l'American Chemical Society plutôt. Et bien, ce Kali Apparat qui permettait d'une séparation et l'analyse, j'ai oublié de quelle substance qu'il obtenait, permettait de connaître la composition des corps. Donc la verrerie ne commence pas avec Berzelius. Elle ne commence pas avec Berzelius, elle se développe vraiment avec Lavoisier. Oui, mais la différence avec Lavoisier étant que... après, vous corrigez-moi, mais il soufflait peut-être pas son propre... Il avait peut-être quelqu'un pour le faire, le garçon de laboratoire. Parce que Liebig, son Kali Apparat, par exemple, il soufflait lui-même et tous les gens. Et ça, Berzelius
lui a appris comment faire. Donc je ne veux pas dire que Berzelius est à l'origine de tout, mais que ce serait intéressant d'étudier aussi d'étudier plus en détail. Déjà l'évolution du verre au laboratoire, au lieu de prendre un labo, au lieu de prendre des hommes, etc., de prendre un produit et de voir comment l'appareil se développe tout au long des siècles. Et avec, en particulier, la verrerie, on va, vous le verrez sur une diapositive, sur un poster, celui qui vient d'Oxford, où vous avez là la verrerie est particulièrement imposante. Alors, ce qui fait la difficulté d'ailleurs du patrimoine dans ce domaine, parce que la verrerie, ce sont des pièces, vous les rajoutez, et puis vous les cassez. Donc, quand vous avez une verrerie, vous ne savez jamais de quelle date elle est, et c'est la différence avec les instruments, comme vous avez ici, qui peuvent être datés. Vous voyez qu'on peut continuer à voir le même objet sous différents angles. Pour Berzelius, peut-être rappeler que nos symboles chimiques et la formule, si je me souviens bien, datent de Berzelius. Oui. Si on écrit H, si on écrit O, si on écrit etc., c'est Berzelius. C'est quand même pas rien déjà. Première équation chimique aussi, sous forme de symbole. Avec à quelle date, vous voulez dire Pardon, avec Berzelius. Oui. Équation chimique. Avec les symboles, pas encore. Les symboles, oui, l'équation, je crois qu'on dit en général que c'est Lavoisier qui a écrit la première équation. Oui, mais il l'a écrit sous forme littéraire. Oui. C'est pas pareil. Oui, Berzelius avait commencé à écrire H plus O. Ce qui a simplifié considérablement la transmission et la compréhension du phénomène chimique. Oui. On arrête là parce qu'il nous faut aller déjeuner tout à l'heure, mais avant, nous avons, j'aurais voulu vous parler des posters, donc merci